l'article, donc éleveur de veaux sous la mer, de veaux de lait à label rouge dans le Comminges, dans le Piémont-Pyrénéen, installé depuis 10 ans sur une ferme de 70 hectares. Bonjour, Carole Mervienne. Donc moi je suis technicienne et en bovin viande et aujourd'hui embauchée au niveau de la Chambre d'agriculture en tant que conseillère en agroécologie. Donc moi j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai d'abord été exploitante agricole pendant 12 ans. Où l'agriculture de conservation ça nous touchait parce qu'on était en système de montagne. Et en système de montagne, sur des petites parcelles, on a tendance à faire de l'agriculture de conservation sans le savoir. Parce qu'on s'aperçoit vite que sinon nos sols ne répondent pas. Et du coup, on le fait parce qu'on a appris de nos anciens et pas forcément de ce qu'on a appris au niveau scolaire, en tout cas pour moi, pour mon parcours, pour mon cursus scolaire. Ensuite, j'ai été embauchée par une structure, LVA 31, qui s'est voulu absolument que je me spécialise dans le pâturage tournant dynamique. Et là, j'ai vraiment touché à l'agriculture de conservation des sols, puisqu'à travers le pâturage tournant dynamique, on a cette valeur de vouloir laisser de la quantité de la matière sèche au niveau du sol. C'est-à-dire qu'un pâturage tournant dynamique n'est pas un pâturage, on ne surpâture pas les parcelles du tout, à aucun moment. Et donc, on permet ainsi au sol à chaque fois de rester vivant, mais sur toute l'année, sur toutes les saisons. On n'a pas de période creuse où notre sol se met, on va dire, où nos prairies ne peuvent plus du tout produire. Et c'est là-dessus où j'ai fait un travail important depuis 6 ans et où je continue. Et aujourd'hui, je suis les éleveurs dans le pâturage tournant dynamique, donc Nicolas en fait partie. Et après, je suis aussi d'autres éleveurs, mais pour mettre en place, on va dire, une vision globale des exploitations. C'est-à-dire que mon parcours me permet à la fois d'apporter l'appui technique sur l'alimentation des animaux, ça c'est très important parce que c'est beaucoup plus facile à gérer du coup, mais ça me permet aussi d'avoir une vision globale des exploitations. Ça me permet de pouvoir, quand j'arrive sur une exploitation, de pouvoir voir avec l'agriculteur, des fois vous avez des exploitations, il n'y a pas forcément à améliorer un point ou un autre point, mais en tout cas ça permet à l'agriculteur de remodéliser, de se remettre dans son exploitation et au sein de son exploitation, de ne plus être en marge de son exploitation dans le système. Voilà aujourd'hui comment j'aborde les exploitations. Alors j'ai 2 particularités techniques, j'ai le pâturage tournant dynamique et les couverts végétaux. C'est les appuis techniques par lesquels je rentre les exploitations et par lesquels je permets d'arriver à l'autonomie alimentaire, en tout cas de prétendre à l'autonomie alimentaire. Mais attention, ce n'est pas une autonomie alimentaire, c'est là-dessus où j'insiste. On n'est pas sur une autonomie, on n'est pas sur une autonomie alimentaire de matière sèche, de fourrage de matière sèche. On obtient une autonomie alimentaire de qualité. La base, c'est de sortir de la qualité au niveau de notre aliment. Parce que si on n'est que sur de la matière sèche, de l'unité, on n'aura pas forcément la qualité derrière, mais on n'aura pas le résultat obtenu, enfin celui qu'on voudrait obtenir sur nos animaux. Ça résonne un peu, non, dans le micro. Je ne sais pas si... Il suffit peut-être juste de parler un petit peu plus loin, et c'est juste une question par rapport à la distance du micro, je crois. D'accord. Non, je vais vous laisser peut-être continuer. Juste, oui, peut-être pour relancer le débat, moi, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en plénière, une question qui pourrait être intéressante à Nicolas, c'est le lien que tu fais entre la qualité de ton sol et la qualité du produit fini. Donc, dans ton cas, c'est la viande, ou peut-être au moins déjà au niveau de tes cultures et au niveau de ton troupeau, de la santé de ton troupeau. Alors, au niveau de la santé du consommateur, jusqu'à présent, je ne suis pas allé jusque-là et je ne pourrais pas le faire, mais on va dire que déjà, si on a un troupeau en bonne santé, déjà on économise en frais vétérinaires, ça c'est indéniable, mais on peut bien imaginer que si on mange un animal qui est en santé, celui qui le mangera sera aussi en santé. Donc effectivement, comment rendre les animaux en santé sur une ferme, ça passe par de la diversité alimentaire déjà. Bien trop de vaches ont plus qu'une ou 2 espèces végétales dans l'auge, et ça c'est quand même dramatique. Enfin, quand nous on nous dit qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour alors que nous sommes des omnivores, donc simplifier la ration d'un herbivore, c'est quand même un peu dramatique.
donc c'est vrai que là, donc, il y a 10 ans, quand je me suis installé, bon, l'agriculture conservation, on en parlait, découvert végétal, on commençait d'en parler, mais très peu. On commençait de parler association, graminées, légumineuses, mais on n'était pas, pour moi, on n'avait pas poussé les choses au bout, donc j'ai commencé avec des rigrats très fins carnats, que j'ai assez vite arrêté, mais qui n'étaient pas terribles, mais finalement qui étaient un moindre mal par rapport à du rigrat pur déjà. Donc, voilà comment j'ai commencé un peu à mettre le pied à l'étrier, puis après, j'ai envie de dire, on a découvert les métayes, et alors, découvert ou redécouvert, parce qu'on a été formaté aussi à ne plus faire à manger des pois fourragers, alors qu'un pois fourrager, à part une vache, à quelle destination il a. Donc, refaire manger, alors moi je mets beaucoup d'avoine, je ne mets que de l'avoine dans mes métayes. Sur les aspects repro, c'est quand même fort, santé. Donc après, il y a des pois protéagineux, des vesses. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, terre arable et ration hivernale. Et après, sur la partie prairie, donc j'ai que des prairies naturelles, je suis installé en cadre familial, j'ai repris des terres assez délaissées, il faut le dire, ou avec des pH acides, du 3x0 pendant longtemps. Et donc on parle d'agriculture de conservation et qu'il faut rationaliser les intrants, mais malgré tout, il faut quand même avoir un potentiel chimique d'électrons et un minimum d'NPK pour relancer la machine et remettre en route un cercle vertueux de production. Parce qu'un sol qui est en santé, c'est un sol qui produit, déjà. Donc, et à un moment donné, il faut remettre un peu de sel dans la machine. Donc, il ne faut pas être dogmatique et s'interdire tous les intrants et s'interdire beaucoup trop de choses, bien souvent. Choses que certains cahiers des charges dans lesquels je ne me reconnais pas à fond. Pour moi, c'est une erreur. Il faut revenir au bon sens paysan et garder du pragmatisme agricole et voilà, maintenir la matière sèche. Alors après, sur ces prairies qui ont un historique avec une flore qui s'était installée et adaptée à, on va dire, à un sol faiblement pourvu d'éléments de PK, calcium, magnésium et autres, on a une certaine flore qui était adaptée. Et quand il faut relancer cette machine-là, à un moment donné, chose que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais il faut que ça repasse par des semis. Parce qu'on n'a pas de la génétique pour valoriser un potentiel de sol et pour le ramener à un niveau de production dans lequel on veut. Donc la prairie naturelle, c'est bien quand c'est installé et qu'on est alors on va dire, moi je dis, il faut au moins 6 tonnes pour que ça commence à aller mieux et c'est une matière sèche annuelle. Pour commencer d'avoir un cercle vertueux et d'auto-fertilité. En deçà, là, on va vite vers la forêt de chêne et plus que vers le climax prairie. Donc, à un moment donné, il faut se séparer des fois et sur mon exploitation, j'ai des problèmes avec de la fétuque autochtone que les vaches refusent et c'est quand même un sérieux problème. Et, parce qu'elles le refusent, du coup, ça tale, ça prospère et ça fait de l'ombre et ça empiète sur toutes les bonnes espèces qu'il y a autour. Donc, du coup, j'ai tendance à surpâturer et alors, donc, concrètement, c'est un cercle vicieux et à un moment donné, on a encore des outils. Il va falloir passer par un bifo, sortir cette génétique qui n'est pas adaptée à l'élevage et que les vaches ne veulent pas manger pour remettre des espèces. Alors, il ne faudra peut-être pas. À un moment donné, si le terroir il demande de la fétuque, il ne faut peut-être pas passer sur des régranulés. Il faudra peut-être simplement rester sur des fétuques, mais qui ont été sélectionnées où on a travaillé l'appétence pour les animaux. Voilà, je pense qu'il faut quand même respecter ce que le terroir nous dit et adapter les espèces sélectionnées pour augmenter la production de ces terres arables, voilà, et les valoriser au mieux. Et plus largement, j'ai envie de dire, cultiver la ferme et pas avec des modèles ou des protocoles tout faits. Voilà. Et sur une exploitation, il faut amener de la systémie et une vision globale, et ce que fait Carole, pour progresser et produire plus et mieux, et protéger.
Les Américains du Nord, pendant longtemps, ils étaient TCS, travailleurs superficiels, etc. Puis là, depuis une dizaine, 10-15 ans, il y a eu une grosse conversion et très rapide sur vraiment l'agriculture conventionnelle, mais pour nous, c'est resté, même dans notre philosophie un peu en France, quand on en parle, très grande culture, enfin culture céréalière. On s'intéressait assez peu à l'élevage. Disons, de toute façon, du moment qu'il y a des prairies, tout va bien. Et en fait, il y a quand même toutes les régions de France entières qui sont que céréalières où il n'y a pas d'animaux. On a spécialisé. Et par ailleurs, j'ai vu des Américains, il y en a beaucoup dans les plaines, disons, nord-américaines, qui soient canadiens ou américains, des gens qui ont des grandes cultures, qui sont passés dans ces systèmes ACS vraiment très élaborés, ils sont très contents. Et puis, il se trouve qu'il y en a qui ont des élevages à côté sur des grosses fermes. Et parce que les terres sont peut-être moins bonnes, etc. Et dans les terres d'élevage, ils pratiquent justement alors le pâturage vraiment intensif, en gros, ce que vous décrivez, rotation, et des animaux, en gros l'idée c'est, enfin c'est toute sa ligne de points, hein, je ne suis pas spécialiste de ça, mais d'avoir plus d'animaux pendant moins longtemps plutôt que d'avoir des grandes prairies où les gens les animaux qui valent plus ou moins des graves. Et c'est bien dans une idée de produire plus. J'ai même entendu certains qui me disaient, moi j'ai introduit, alors en fait, c'est la transition, c'est-à-dire des gens qui sont céréaliers, qui me disent, moi j'ai constaté qu'avec que des céréales, que des cultures, j'y arrive pas à améliorer au top, donc j'ai introduit des animaux. Mais pour améliorer le sol et l'écosystème, c'est-à-dire que là, en copiant un petit peu les prairies, les bisons, etc., parce qu'on avait constaté aussi par ailleurs sur d'autres études que quand les bisons ont disparu, la prairie s'est dégradée. Le stade de dégradation ultime, ça a été d'y mettre le travail du sol. Et la première, c'est voilà, d'enlever. Il y a des choses comparables, par exemple en Tanzanie, etc. On a vu que quand, par exemple, on supprimait les éléphants, tout d'un coup, la savane se dégrade. Donc cette idée que vous disiez, là, de système complet, l'idée, c'est quand même qu'il y ait aussi les végétaux, et aussi, pardon, les animaux. Bon, et dans ce concept-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses qui existent, et tout ce que vous dites là est parfaitement convergent. Alors moi, là-dessus, c'est une histoire, mais c'est pas pour raconter mon histoire, je suis un peu moins bien. C'est la question derrière que je vous pose, en fait, avec votre expérience. Est-ce que vous pensez que une transition, c'est-à-dire pour quelque chose de mieux, il vaut mieux mettre les animaux rapidement? Est-ce que c'est indispensable à le faire? Ou est-ce qu'on peut quand même avoir une phase dans laquelle il n'y en a pas? Et est-ce qu'à la fin, il faudra bien y mettre des animaux? Voilà, parce qu'à la fin, ça pose quand même la question de toutes les spécialisations des régions, ça devient du macroéconomique, ça peut presque au niveau d'une ferme. Je pense à la bourse et aux grandes régions céréalières, de toute façon, les gens n'ont pas vraiment envie de vendre des animaux. Il est clair qu'en fonction déjà de l'état de ces sols et que dans des sols dégradés et de faible potentiel, avec des animaux, déjà on arrive à produire quelque chose, avec de la production. Chose qu'en grande culture, enfin, quand vous voyez, il y a quand même un minimum de charge, et s'il n'y a aucune production, il n'y a aucune marge derrière. Alors, le pâturage, finalement, quelle charge ça demande? Aucune. Donc, à la limite, ça gagne peu, certes, mais le pâturage, ça ne peut que gagner. Après, moi, je défends beaucoup la polyculture élevage parce que finalement, il y a un recyclage des éléments minéraux, mais aujourd'hui, les exploitations céréalières qu'on décrit, c'est de l'exportation. Il n'y a plus de cycle des éléments parce que aujourd'hui, si on prend le cycle du phosphore par exemple, on va chercher le phosphore dans les mines au Maroc, on épand le phosphore sur nos grandes cultures, le blé on l'amène dans les élevages hors sol que sont les métropoles, et où finit le phosphore? À la Garonne. Donc finalement, il faudrait reconnecter le lien du sol à l'animal, mais l'homme fait partie des réseaux trophiques. Donc il faudrait reboucler ce cycle des éléments pour ramener des effluents sur nos terres céréalières. On dit que c'est la disparition de l'élevage. Oui, en quelque sorte, mais c'est la disparition surtout du cycle des éléments, des nutriments. C'est là où on pêche. Bon, après, c'est pas du ressort des agriculteurs, c'est plus un ressort des politiques. Mais, enfin, je veux dire, nous agriculteurs, aujourd'hui, ou surtout les céréaliers, on le subit. Alors, finalement, nous, les éleveurs, on le surmonte avec de l'élevage où on entretient ce cycle de cette boucle. Mais, ben oui, le céréalier, non, il ne peut pas entendre ce que je dis. Enfin, même s'il entend, il est impuissant. Donc, voilà. Enfin,
Moi, l'agriculture naturelle, ça n'existe pas. Hein. Le fait de semer, ce n'est pas un acte naturel, déjà. Hein. La semence, c'est un intrant. Et le fait de mettre une fève rôle, un pied de maïs ou un pied de blé dans un endroit... Oui, la semence, c'est un intrant, parce que dans la nature, tout se recèle. Mais c'est pas parce que tu as des graines dans les sols, c'est pas pour ça qu'elles émergent. Si on parle de forêt de prairies naturelles, voilà, les prairies naturelles, si elle est gérée, elle peut arriver à se consommer aussi. Même naturellement. Oui, à ce moment-là, oui. Il y a quand même une chose justement là-dessus, c'est que les écosystèmes prairies naturels sont beaucoup plus composés à base de vivaces. Oui. Et alors c'est là aussi un enjeu. Justement, je parlais d'Américains, ils sont en train de réfléchir, même de mettre au point, ceux qui arrivent à le faire parce que l'industrie n'est pas vraiment favorable, mais par exemple des sortes de blé ou cultures qui sont consommables, mais pérennes. Là, il n'y a plus besoin de ressemer tous les années, tous les ans, sauf qu'effectivement, les industriels ne sont pas extrêmement favorables parce qu'il n'y a pas besoin de racheter. Même à la limite, on rachète plus. Mais bon. Par rapport à la prairie naturelle, ce qu'il faut aussi dire, c'est que effectivement, c'est composé de vivaces, et du coup, c'est composé de vivaces qui vont s'adapter aussi au climat et au sol. On est d'accord, puisqu'elles ont réussi à passer les années dessus. Et ce qui veut dire aussi que sur des périodes soit hivernales, soit sur des périodes d'été, estivales, c'est des prairies qui vont se mettre en retrait. Et on a beau faire un pâturage tournant dynamique excellent, à un moment donné, c'est des prairies qu'il va falloir aider si on veut continuer aussi à pâturer dessus. Et c'est là où moi j'aime bien utiliser les couverts végétaux, parce que nos couverts végétaux qu'on met sur les grandes cultures, que l'on met pour alimenter soit nos animaux en hiver, comme fait Nicolas, ou alors pour juste mettre au sol, pour alimenter notre sol, nous permettent aussi de pouvoir pâturer sur des périodes où on n'aurait pas cru pouvoir le faire, et où on n'aurait pas cru pouvoir mettre nos animaux. Et ça, c'est très très important dans le système. Et ça nous permet en même temps de faire reposer la parcelle et de faire reposer la prairie, tout en continuant de pâturer. Et en même temps, on permet une diversification de la flore à apporter à nos animaux. Parce que ces prairies naturelles, mine de rien, elles se sont sélectionnées avec des vivaces et des vivaces adaptées. Donc on n'a pas forcément une multitude au niveau de la flore. Et du coup, au niveau de la nutrition animale, on peut avoir quand même des éléments un peu manquants sur nos animaux derrière quand on tourne que sur des prairies naturelles à 100%. Ou alors on prend des animaux, des races qui vont s'adapter à notre prairie naturelle et au terroir. Ça va revenir aussi, parce que c'est facile. Pour revenir, même en prairie naturelle, si le sol est carencé en phosphore, on revenir au phosphore, parce que le cycle du phosphore, il y a deux niveaux. Soit l'excès de phosphore qu'on peut trouver, d'un côté la Bretagne, Montel évidemment, où vous rentrez des céréales, etc., ou les cycles négatifs en phosphore, où on ne rapporte très peu de phosphore dans notre cycle. On prend de la pâture, on fait tourner, on exporte du blé, de la viande, et on ne rapporte pas de phosphore. Et la réserve en phosphore du sol n'est pas forcément suffisante pour compenser. Et pour faire pousser des végétaux, il faut aussi du phosphore, parce que c'est des racines. Donc il faut avoir aussi une gestion du phosphore de deux sens. C'est ramener aussi de cet élément-là. Alors, les formes, après, on peut discuter, mais c'est aussi cette gestion de phosphore qui est Je suis ancien éleveur. J'ai été céréalier pour des questions de mise aux normes. J'ai pas voulu faire mise aux normes. Je suis bien céréales. Maintenant, je suis à la retraite. Et mon exploitation a été reprise pour mon ami qui était éleveur. Je suis en train de faire un bilan de tout ça. Mais quand on fait de l'élevage, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller sur l'agriculture de conservation. Mais il y a un point sensible, c'est la qualité des sols, la matière organique. Et moi j'ai fait de la céréale au milieu des éleveurs, et je n'enlevais pas la paille. Et je ne vous dis pas les conflits que j'avais avec des voisins éleveurs, à qui je ne voulais pas vendre la paille, ou je proposais de l'échanger contre des fumiers. Alors là, ça devenait compliqué. Et donc j'ai laissé la paille régulièrement. Et j'ai remonté mon taux de matière organique, en faisant découvert évidemment, de 4,8%, je suis passé à 4,8% dans les 5 premiers centimètres du sol. Mais tout ça pour dire que l'élevage, à mon avis, il est une nécessité dans l'équilibre des sols. Mais pas l'élevage intensif que l'on fait actuellement. La vache laitière, il y a des éleveurs laitiers qui sont chez moi, ils ensilent du maïs à la toque, ils font du riz gras, on lui faut des machines, on compacte les sols, et le résultat à la fin, il est négatif. Mais l'élevage, dans le style que présente Nicolas, il est comme un joueur avec mon aussi. Donc, c'est un peu la zone qui se le veut.
Dans le commerce de voiture, quand même. Non, je plaisante. Mais je pense que l'élevage, l'abandon de l'élevage, si je prends le lauragais par exemple, la catastrophe du lauragais écologique aujourd'hui, c'est l'abandon des vaches. De l'assolement, tournesol, blé dur. C'est ça. Et ça, il faut qu'on se le mette en tête, y compris en élevage. Ici, je pense qu'on est convaincu de tout ça. Oui, non, mais je le dis, cette expérience que j'ai vécue, et les affrontements qu'on a eus, les céréaliers donc, et le beurre, serait ce que sur le fait de la paille. Quoi, hein. Parce que chez nous, le combat de la paille, il part de la montagne, il part du Cholet, il descend dans le Comminges et il monte dans le Lauragais. Quoi, hein. Plus tu matures, moins tu as besoin de paille. Donc, ouais. Mais tout ça, c'est des processus. Donc, moi je pense que l'élevage fait partie de la diversité. Et quand on sait que la diversité est indispensable et c'est la richesse majeure, voilà, les conclusions sont tirées. Personnellement, la paille, je suis, on va dire, au tiers, une toute petite moitié autonome. Et je suis transfrontalier avec l'Espagne. J'ai de la paille qui arrive même cette année à 65 € tonnes rendue. Quand on fait le coût de la mécanisation, une tonne de paille, c'est 25 € tonnes d'équivalent engrais. En gros. Quand on rajoute la mécanisation entre 25 et 30 €, on est presque au prix de la paille rendue. Donc aujourd'hui, je m'interroge de savoir déjà si je garde le blé. Parce que finalement, le blé, il pousse très bien après le maïs. Faire pousser un couvert d'été après un blé, j'y arrive pas encore. Et le métal qui arrive après le sol nu, il rampe. Franchement. Et aujourd'hui, dans le commun, sur mon exploitation, j'ai quand même une pluviométrie assez favorable, avec une possibilité de faire des maïs corrects en sec. Et quelque part, je me dis, est-ce que ça ne serait pas plus judicieux finalement de faire sauter cette céréale à la paille, parce que je suis incapable de le couvrir correctement et de me spécialiser en rotation, spécialisé entre guillemets, avec des métailles, soja, métailles, maïs. Voilà. Pour avoir toujours un sol couvert l'été et faire la double culture. Parce que couvrir le sol, oui, mais à un moment donné, enfin, on ne vit pas la mauvaise eau fraîche. Donc il faut arriver à valoriser ces couverts. Quoi, hein. Donc semer juste, on va dire engagé, aujourd'hui, si on achète un semis quel qu'il soit, c'est 150 €. Donc si vous engagez 150 € de semences, un peu de fertile, parce que des fois, ne pas fertiliser, c'est aller à l'échec et du coup avoir dépensé les 150 € de semences pour rien. Un peu de méca, et pour ne rien en retirer, ça ne dure pas longtemps, quoi. Donc, cette double culture pourrait permettre de valoriser tout ce que l'on sème. Et parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les agriculteurs on vit de la photosynthèse. Il faut valoriser économiquement les produits de la photosynthèse que sont les animaux ou les productions végétales. Donc voilà un peu mon raisonnement de la paille. Et finalement, l'autonomie, oui, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment justifié économiquement d'être autonome en paille? Aujourd'hui, avec des circonstances économiques, alors je parle à l'instant T, mais aujourd'hui il y a des alternatives qui se développent au paillage avec de la paille de céréales, qui est de la plaquette avec des copeaux forestières. Il faut savoir que dans le Comminges, dans mon terroir, la moitié de la surface c'est de la forêt, l'autre moitié c'est de la prairie et le quart restant c'est les grandes cultures. Donc déjà c'est un environnement qui est très favorable pour faire de l'agroécologie. J'ai envie de dire, même les laboureurs chez moi, du fait de la situation et de la biodiversité dont ils jouissent sur mon exploitation, la moyenne parcellaire, c'est 2,5 hectares. Donc, ça implique des R&D, des cours d'eau. Et je veux dire, ça n'a pas été aménagé tout ça. Des fois, on empathie même de cet existant-là. Mais malgré tout, c'est un atout pour faire de l'agriculture intégrée. Il n'y a plus d'insecticides sur la ferme. Aujourd'hui, je ne fais plus le colza, mais je faisais des colzas. Je n'ai jamais mis un insecticide sur mes colzas, et pas parce que je voulais faire une passe, parce qu'il n'y en avait pas besoin. Parce qu'à un moment donné, il y a de la biodiversité, il y a de la régulation de ravageurs. Et pourtant, Dieu sait si le colza, c'est sensible à beaucoup de choses. Donc, voilà. Et aussi,
sur le maïs, le fait de le faire en dérobé, pour finir un peu sur la problématique insecticide, ben, je les sème tard. Mais enfin, moi, quand j'étais à l'école, on m'a toujours dit que le maïs était une culture d'été. Aujourd'hui, du tournesol du maïs, on le sème en hiver. Alors forcément, il chope le topin, qui est en plein cycle. Il faut le désherber 2 fois parce que ben, au mois de mars, il n'a pas la même vigueur de départ que mi-mai. Et du coup, ben, on met on se crée des dépendances aux intrants. Alors que finalement, ben, remettre une plante sur son cycle naturel, et bien, si on sème le maïs tard, il n'y a plus de topin. Le maïs, il part vite, il y a moins besoin de le désherber. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le désherber. Mais voilà, il faut remettre de la cohérence et revenir des fois un peu à l'essence même du métier. Et semer le maïs tôt, c'est aussi pour s'adapter au changement climatique, avoir le pic de floraison. Le pic hydrique voilà, le décalé. Et c'est vrai que notre avantage, malgré tout, on économise le pétrole parce qu'il ne faut pas sécher le maïs, il sèche naturellement. Dans ton assolement, tu parles de maïs, de soja. Pour quelle utilité? Je suis principalement éleveur, mais je vends au micro-degré. D'accord. Donc, la priorité, c'est l'autonomie du troupeau. Aujourd'hui, l'autonomie du troupeau fourragère, elle se fait avec des métayers, avec des intercultures, avec des mélanges, donc poivre, avoine, avec les... oui, fourrage. Oui, mais non, enfin, moi je... Parce que finalement, l'inconvénient du pâturage, c'est pas l'inconvénient, c'est que sur les parties prairies, vu qu'on lâche très tôt, le but c'est de ne pas faire de foin, quoi. Enfin, c'est de faire manger les vaches. Donc le foin, c'est que de la récolte d'excès de matière sèche non pâturée. Donc à un moment donné, l'hiver, il dure quand même entre 3 et 5 mois et il faut assurer un minimum de stock de fibres pour nourrir les animaux. Alors moi en plus, je suis en village groupé, donc je fais véler tout à partir de septembre jusqu'au mois de février, pour ne pas avoir de veau l'été pour des raisons sociales, comme j'ai. Et aussi, l'été il fait sec, il n'y a pas de pâture, et si en plein été il faut avoir la même ration qu'en hiver pour faire du lait et faire pousser les veaux, c'est un peu anti-économique. Donc voilà, le parcours a voulu que finalement je fasse des villages saisonniers pour se calquer sur les saisons, tout simplement. Donc en fait, le maïs, ma question, c'est pour exporter. Alors, le maïs, il est en majorité exporté. Il y a quand même une partie qui reste sur l'alimentation des animaux parce que l'avantage de ces métayers, c'est qu'ils sont pourvus en énergie, en MAT, pardon, mais ils ont quand même un déficit en énergie. Et le maïs, ça permet de corriger ce métail et de ramener de l'énergie aux vaches pour faire du lait, parce qu'elles ont des besoins physiologiques. C'est pour comparer. Donc l'idée, c'est plutôt d'importer de la paille, oui, compte tenu de la démonstration que tu as faite. Là, par contre, on déplace le problème chez les Espagnols. Voilà. Et avec la matière organique, déjà qu'ils ne sont pas bien. J'ai pas dit que c'est durable. C'est pas un jugement, c'est l'interrogation pour savoir si j'ai bien compris la mécanique. C'est clair que, entre guillemets, aujourd'hui, c'est... Je ne comprends pas le problème auquel on est confronté. C'est conjoncturel, hein. Mais c'est tout sauf durable. Le dépassement du problème. La paille, on aura un problème structurel bientôt. C'est obligatoire. Vous avez l'énergie d'un côté, le carbone qui reste dans le sol, et puis l'élevage. Et structurellement, il n'y aura pas assez d'élevage pour mettre pour l'énergie, donc biomasse, etc. Mais je partage complètement. Je ne sais pas si tout le monde a entendu ce que vous avez dit. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Vous avez entendu ce que... La paille va devenir un problème structurel. Parce qu'on a 3 finalités maintenant. La finalité d'énergie, qui est quand même compétition de la maison, c'est-à-dire soit pour les chaudières, donc combustion, soit pour la biomasse, pour les gaz. Et après, donc, notre concurrence, c'est évidemment l'élevage qui a besoin de paille. Et la troisième, c'est de plus en plus la conservation du sol, de restituer au maximum son carbone au sol. Donc ça fait que structurellement, nous allons avoir de la paille de plus en plus chère. Donc le besoin de trouver de nouvelles sources de paillage. Mais c'est pour ça que je pense déjà à la plaquette et que je réfléchis à prendre les devants et ne pas les subir. Mais je partage complètement que la stratégie que j'ai aujourd'hui sur l'exploitation, elle n'est pas durable, mais c'est conjoncturel. Et après, la philosophie, j'en ai,
mais ça ne remplit pas toujours l'estomac non plus. Non, Voilà. vous avez raison. Et après, il y a peut-être aussi un autre tabou auquel peut-être je m'intéresse, c'est la méthanisation. Aujourd'hui, je voudrais, enfin, collectivement, on voudrait faire une unité de méthanisation sur notre territoire, sans réflexion. Alors oui, forcément, on va vendre du carbone sous forme de gaz. Mais de notre côté, je me dis, est-ce qu'on peut monter le système le plus vertueux qui soit en termes d'écologie, de restitution de carbone, et malgré tout mettre du pétrole dans le tracteur? La production de carbone localement est plus intéressante que d'acheter. Donc peut-être que, moi je dis, la vie c'est des compromis, c'est rien de blanc, rien de noir, et il y a toujours un peu de bon à prendre partout, et il ne faut rien s'interdire. Moi je dis, je m'interdis de m'interdire. Voilà. Il faut être pragmatique, certes avoir une vision, un cap, et après le poursuivre tout au long de sa carrière. Mais après, un sol, il y a une inertie déjà. Et moi, il y a 10 ans que je me suis installé, je vois des progrès sur les terres, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et une flore, ça met longtemps, surtout en prairies naturelles, à évoluer. Et moi, alors, j'ai repris des terres qui étaient entretenues ou valorisées par des aubins. Mais vous y mettez des vaches, et bien 5 ans après, c'est plus du tout la même flore. Parce qu'au niveau des bactéries des fesses, c'est pas du tout pareil. Et d'abord, mais enfin, moi j'aime pas trop les pâtures de bruit. Qu'est-ce que tu veux démontrer en disant ça? Que les prairies ont changé au bout de 5 ans avec les vaches? Et alors, ça appelle quoi, si tu veux, comme question? Ça appelle qu'on fait une intensification fourragère et qu'à un moment donné, il faut remettre peut-être les animaux en cohérence avec des objectifs de production. Et que, alors, oui, je vais t'affronter, mais tant pis, on est là pour ça aussi. Je pense que la brebis fait de la décroissance agricole. Je vais revenir à des Américains ou des Argentins, vous savez ce qu'ils font? Eh ben, vous avez, et je connais des Français, très peu, un peu proche de chez moi, à côté de Rennes. Il y a des vaches, puis il y a des chevaux. Ou alors il y a des vaches, des chevaux et des moutons. Et puis il y en a, ils peuvent même avoir. Alors donc, en fait, la complémentarité, parce que c'est clair que les moutons ne mangent pas la même chose, et c'est surtout qu'ils ne mangent pas la même chose que les vaches, et que les on voit bien, on voit très bien les moutons et les vaches. On ne peut pas faire un jugement dessus. Mais le fait de mélanger, parce que, en fait, en fait, on copie l'écosystème naturel. Et dans la nature, il n'y a jamais une espèce, c'est comme une autre. Et donc, plus c'est l'hiver, plus ça s'entretient tout seul. Et donc, c'est globalement, c'est plus durable dans le sens que ça se maintient. Il y a beaucoup moins de travail. Alors, par contre, il y a la question de la compatibilité des animaux entre eux. Hein, on ne met pas n'importe quel chevaux avec n'importe quelle vache, ça dépend. Enfin, voilà. Mais, il y a des manières de faire, et c'est intéressant d'aller regarder ce qu'ils font, parce que leur but, c'est faire moins de travail, moins de dépenses, gagner plus, mais en misant sur la capacité de l'écosystème de produire plus et plus de diversité. Et voilà. Mais c'est un concept, mais appliqué comme ça peut. Enfin voilà, moi je pense par rapport à ce que vous dites là, c'est clair qu'on a spécialisé les exploitations agricoles, que ce soit d'élevage et même l'élevage, et que oui, forcément, il faudrait amener de la diversité animale sur les mêmes pâtures et faire certainement cohabiter. Ou on va dire, oui, moi aussi j'aime bien l'agneau à la grille, mais malgré tout, je pense que la brebis, ça serait plutôt un mélange avec des bovins que des exploitations spécialisées bovins. Je suis arrivé au Pays Basque cet été, les estives sont réservées exclusivement aux brebis et aux chevaux, et au milieu de la montagne, il devait y avoir une parcelle privée où il y avait 4 blondes. Et bien je vous prie de croire qu'il n'y a pas le même taux de fougère là où il y a les vaches que là où il y a les chevaux et les moutons. Et valoriser de la fougère au niveau agricole, à part pour faire la litière, je ne sais pas comment on fait, quoi. Donc, ça remplace la paille. Mais à part que, vu où c'est, personne ne va le faucher pour avoir de la paille. Donc, finalement, valorisation zéro. Donc, production produite sur un territoire, eh bien, elle est inférieure à ce qu'elle pourrait être avec des animaux. Mais après, je ne vais pas dire aux Basques qu'il faut virer leur manèche et leur potoc. Culturellement, c'est inaudible. Mais pour autant, il faut le constater et il faut être lucide. C'est tout le problème de la spécialisation.
Et après, le problème de la spécialisation, ça c'est... Donc tout a ses avantages et ses inconvénients. La complémentarité, c'est comme la diversité, c'est une richesse. Après, c'est complexe d'avoir des ateliers. Mais après, voilà, on est seul sur les exploitations, et bien sûr qu'il faudrait ramener de la main-d'œuvre sur les exploitations pour pouvoir gérer peut-être une petite troupe d'ovins qui pourrait sortir tout l'hiver et passer être 100% pâturage. Et du coup, pas trop influencer les sols avec FSS et amener de la vache derrière. Voilà. Mais moi, j'ai une cinquantaine de mères. On est en train de dire qu'il faut complexifier, mettre des animaux aussi, etc. Enfin, c'est l'idée, hein, par rapport au long terme, à l'agroécologie, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des véganes et du mouvement qui est en train de quand même prendre beaucoup d'importance? Non, mais excusez-moi. Ah bon? Non, je reviens. Non, mais vous savez ce que j'en pense. je m'interroge. Parce que je connais pas mal de végétariens ayant des liens avec des milieux un peu spéciaux. Bon, je ne les porte pas forcément dans mon cœur, mais ils existent, il ne faut pas les nier, mais c'est des incompétents de l'écologie. Tout ce qui est sectaire est mauvais. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est C'est que, à un moment donné, si on prend, comment dire, ils remettent en cause ce fait l'homme. L'homme, il est né omnivore, enfin, je veux dire, et on est fait pour manger de tout. Une vache, elle a un humaine, elle est adaptée pour manger les végétaux. L'homme, où qu'il soit, c'est sûr que dans les plaines céréalières, il a survécu avec du pain, des légumineuses, fourragères, enfin, à graines plutôt. Mais finalement, dans le monde braque où il n'y a que de l'herbe qui pousse, pourquoi l'homme a sélectionné la vache? Parce qu'il était incapable de manger de l'herbe et finalement, la vache était un transformateur de production végétale en système alimentaire pour l'homme. Et finalement, il a fait du fromage parce que la vache, elle est calquée sur la pousse de l'herbe. Donc, boire du lait toute la saison et faire du fromage pour passer l'hiver. Et c'est pas juste parce que le fromage c'est bien bon avec un canon de rouge qu'on a fait du fromage dans le bras. C'était juste une notion de survie. Et donc voilà, il faut expliquer les choses. On n'en est pas arrivé là par hasard quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas par... génétiquement on est fait pour manger de la viande et après l'homme est fait aussi pour s'adapter dans le milieu dans lequel il vit. Et pour vivre, il faut se nourrir. Voilà. J'en pose des portes ouvertes quand même. Hein. Mais Et ça voudrait dire aussi que si tout le monde, il y avait une majorité de gens qui devenaient véganes, les animaux, toutes les espèces domestiques, etc., finirait par disparaître. Au moins, mais ça serait une perte de biodiversité. Mais c'est pour ça qu'il... Dans les prix légaux, c'est pas ça, parce que tu les tues pas, les animaux. Bon, après, je ne sais pas si ça vaut le coup, comme ça tarde trop après parce que sur le ton de la boutade, c'est marrant, mais 5 minutes. Ouais. Alors, moi j'aurais une question sur l'élevage. En fait, il a toujours été là. Bon, on a spécialisé ou on a supprimé l'élevage pour faire des cultures alimentaires notamment. Donc, quand on travaille avec des cultures, des produits naturels, donc qui sont a priori durables, comment ça se fait que nos exploitations d'élevage se sont plantées à un moment? Alors, elles se sont spécialisées. Est-ce que ça a été le labour? Enfin, pourquoi le labour est venu justement? Et est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'élevage qui a planté le système? Non, c'est des prix garantis et une spécialisation de l'élevage, une intensification avec un découplage de la production élevage-sol qui a planté l'élevage. Et finalement, on a simplifié les exploitations sur du maïs en silage plante entière, il faut le reconnaître, ou avec des fois un peu de régral interculture, mais pas toujours, donc finalement toujours 2 aliments, du soja, et après finalement des coûts de mécanisation exorbitants, parce que dû au sol à 100%, finalement il faut démarrer le tracteur tous les jours pour faire tourner bien souvent un bol, faire de la récolte, du labour qui a engagé des coûts de mécanisation, il faut le dire, des achats de paille, des achats de tourteaux pour corriger le maïs, et finalement, bon, mais voilà, aujourd'hui, ce système, et les vaches malades, et des mammites, et des manques de fertilité, des taux de réforme importants. Il faut savoir quand même que
Le rang moyen de la lactation d'une prime Holstein, c'est 2. Ou 1, je crois. 2,4. Donc, ça veut dire que finalement, on passe la moitié du temps à élever la génisse improductive, et donc, voilà, mais c'est pas que la faute d'une race, c'est la faute aussi d'un système. Hein. Voilà. Et tout est en relation, hein. C'est pour ça que... Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour faire le constat de ce qui se passe là. Et on peut le faire, hein. Mais c'est pas ça qui veut faire avancer la chose. Après-guerre, les gens, il ne faut pas renier non plus ce qu'ont fait nos parents dans les annonces du climat. Aujourd'hui, il y a moins de personnes qui s'appellent ici, tout du moins, qui meurent de faim, même s'il y en a encore dans le monde. Donc, la question, en fait, à mon avis, aujourd'hui, la question, elle n'est pas là. La question, elle est comment on fait aujourd'hui, maintenant qu'on a conscience de tout ça et des dérives et que ça a entraîné qui sont très très néfastes et qui sont devant nous, quoi. Comment on fait pour réagir par rapport à ça, sans chercher à culpabiliser ceux qui ont fait ce qui a été fait avant nous, quoi. Parce que sinon on fait rien, par contre, on pourra culpabiliser. C'est pas le culpabiliser ce qu'on a fait, c'est voir est-ce qu'on n'est pas encore dans le même système, est-ce qu'on ne continue pas exactement dans les mêmes erreurs, même si on commence à se soucier du sol, effectivement, et c'est très bien, mais est-ce qu'on va assez loin, justement? Est-ce que si on ne fait que se soucier du sol et qu'on reste dans un système pourri, est-ce qu'on ne sera pas dans les mêmes problèmes? Je suis d'accord effectivement avec ce que tu dis parce que je le vois moi dans ma sensibilisation que je fais au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, le gros souci, c'est de les faire changer dans leur manière de cultiver. C'est-à-dire qu'on va déjà dans les prairies, les prairies en elles-mêmes, hein, comment on récolte les prairies. Déjà là, il faut changer là-dessus pour amener de la qualité, et ça c'est très dur parce que les gars à chaque fois ils me disent non mais attends, là je perds 2 tonnes de matière sèche, là hors de question que je fasse comme ça. Ensuite, voilà. Et ensuite le plus dur c'est les systèmes effectivement maïs régras, faut pas se voiler la face, c'est très très compliqué pour un agriculteur de passer d'un système maïs régras qui est super sécurisant à un système où on va ramener des légumineuses dans notre régras. Hein. Le régras, des fois, il ne me dérange pas. Il y a des sols qui peuvent très bien supporter le régras. Mais ramener des légumineuses dedans, et on sait très bien que sur les premières coupes, quand on ramène des légumineuses dans notre régras, eh bien, elle est moins importante. Le tonnage à la sortie est moins important. Donc, tout ça fait que pour les agriculteurs, c'est compliqué de changer. Et si on ne leur amène pas des exploitations qui ont fait ce changement, si on ne les amène pas sur ces exploitations pour leur dire voilà l'agriculteur, moi je peux te donner aujourd'hui cet agriculteur depuis 3 ans qui fait ces changements, qui fait des couverts végétaux, qui amène de la diversité dans l'alimentation animale, et bien tout simplement sa comptabilité. On prend la comptabilité et on prend les produits vétérinaires. Et c'est là-dessus, et en fin de compte, c'est là-dessus, c'est sur l'économie qu'on a derrière, parce qu'une vache, si on sait la regarder, elle va nous dire si elle va bien ou si elle va mal. Elle va nous dire si elle est en surplus d'azote soluble, de sucre soluble, s'il y a un souci, s'il y a un déséquilibre. Toutes les maladies qui sortent aujourd'hui de nos élevages, ça vient des déséquilibres alimentaires. Donc, la vache, elle est capable de nous le dire. Donc déjà, il faut vous amener, vous, agriculteurs, à réfléchir là-dessus, savoir lire sur vos animaux. Et ensuite, effectivement, c'est amener de l'information, mais entre vous. Savoir vous passer le message, savoir vous dire, oui, moi j'ai été chez un tel, je me suis aperçu que depuis qu'il fait ses couverts, ou depuis qu'il a changé son système, ou son système de récolte, tout simplement, hein, de ses fourrages, et on a... l'exploitation. J'ai le cas. On arrive à avoir des résultats économiques performants derrière et des baisses de coûts sanitaires importants. J'ai le cas d'une exploitation c'est les gens du Cantal qui ont repris l'exploitation à la Dordogne. J'ai le cas d'une exploitation donc, qui est basée en Dordogne, c'est des gens du Cantal et qui étaient producteurs de la PEM, donc très organisés, qui ont repris une exploitation où il y avait en gros 120 bélages sur 220 hectares, et par des raisonnements de culture et de pâturage tournant, ils sont passés de 120 bélages à 220 bélages sur la même surface. Donc voilà, avec des systèmes de métail, incorporation de métail, voilà, et puis ils sont dans une réflexion à plus long terme. Et avec une bonne qualité de produit à la fin. Oui, une bonne qualité de produit. C'est de la vie. Mais c'est pas incompatible. Hein. Non, mais au contraire même. Si tu y arrives, tu produis plus, il n'y a aucun souci. Non, mais dans l'inconscient collectif, c'est incompatible d'intensifier, d'améliorer la quantité et la qualité. Et la qualité... Après le certificat. Une question depuis longtemps. Alors, après, je termine. Je termine après. Et donc, dans la situation actuelle, donc, ils sont arrivés en couple, et aujourd'hui, ils ont 2 jeunes associés, ce qu'il a aussi raisonné, et ils sont en train de reprendre une grosse terre d'engraissement. Et en
en termes de qualité, c'est sûr qu'ils sortent des animaux. Et Serfran, ça va validé aussi les chiffres. Moi, je pourrais rajouter aussi, parce qu'on parle de la qualité des produits finis, moi je vais rajouter que de la viande et du lait, c'est une qualité de vie aussi pour l'éleveur. Ça, il faut en avoir vraiment conscience. À un moment donné, on a des intrants, c'est où on peut gratter pour être plus autonome et plus indépendant des fluctuations des cours. Parce que, bien le problème, c'est qu'après-guerre, on a nourri les Français, ça il ne faut surtout pas l'oublier quand même. On venait d'une période de famine. Mais on a industrialisé les fermes. Alors, si vous voulez, on est passé dans le secteur, on a déplacé les fermes du secteur primaire au secteur secondaire, c'est-à-dire industriel, où finalement industriel, il achète de la matière première, il a une unité de transformation et il a un produit fini. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est déconnecté du sol, on a acheté des intrants, du soja, du maïs, des concentrés pour l'élevage ou des éléments minéraux parce qu'il n'y avait plus de recyclage avec l'élevage ou autre. On avait une infrastructure économique qui faisait la transformation de ces intrants et on a vendu un produit fini. Et donc aujourd'hui, donc on hérite de ça. Donc pour ramener de la cohérence économique à nos systèmes, il faut aussi travailler sur les charges sur les intrants. Donc finalement, en passant vers le semi-direct, il y a de l'économie d'intrants, alors produits vétos, gasoil, fertilisants, enfin voilà, je veux dire, on n'en vient pas du jour au lendemain au semi-direct, mais on a quand même de sérieux atouts pour aller vers là. Malgré tout, moi ce que je dis, c'est que si pour faire conduire un hectare de maïs du semis à la récolte, il me faut encore 40 litres de gasoil, et bien c'est encore 40 litres de pétrole. Et aujourd'hui, je me dis, ça serait couillon quand même de ne pas s'intéresser à ce volet de charge et qui a aussi un impact environnemental et de voir si sur le territoire, on ne peut pas faire cette valeur ajoutée plutôt que d'envoyer des subventions ou des devises au milieu du désert qui nous envoie des barbus. Donc la méthanisation pour vous, c'est d'aller jusqu'au produit liquide contrôlé dans le tracteur. C'est de partir. Non, c'est produire de l'énergie. C'est produire du GNV, clairement. Produire du GNV. Oui. Ton équivalent pétrole, il va être positif. Mais après, si demain les premières années de l'unité de méthanisation, finalement, physiquement, je ne mets pas du GNV de suite dans mon tracteur, quelque part, je produis une externalité sur mon exploitation qui est indexée sur l'énergie. Donc, même si le gasoil que je mets augmente, l'énergie que je produis augmente. Donc, c'est une opération blanche. Donc, quelque part, c'est une autonomie, même si elle n'est pas directe, mais c'est une certaine autonomie financière ou de la résilience, tout simplement. Comment ? Gestat liquide et... Et après, il y a aussi une autonomie de l'azote. Donc, parce que quand on fait les ratios vis-à-vis des effluents d'élevage avec le fumier que je produis, je crois que je suis à 6 000 ou 8 000 unités d'azote produites. Et moi, j'en achète 6 000. Donc je me dis, je produis plus d'azote que je n'achète et je ne suis pas capable d'être autonome. Donc, là aussi, la méta, ça serait un objectif de dégager un peu de revenus et de faire du stockage d'effluents et pouvoir épandre l'azote sur les 3 mois parce que l'azote, quand c'est qu'on la met entre le mois de mars et le mois de juillet. Donc on produit, en élevage, on produit, on va dire, de l'azote pendant 1 an et on a besoin de l'azote pendant 3 mois de l'année. Et bien, moi j'aime bien dire, pour aller vers plus d'autonomie, et bien, il faut stocker plus longtemps, mais c'est un coût. Et comment on paye ce surcoût? Et finalement, eh bien, s'il y avait de la méthanisation, on peut faire déjà de l'azote un peu plus minéral pour booster les cultures et se payer du stockage et s'affranchir des achats azotés qui sont très énergivores en énergie fossile. Et bien, je me dis quand même, on va dans le bon sens. J'ai du mal à entendre qu'il n'y a que l'agrochimie, autant je le respecte, mais j'arrive pas à entendre qu'il n'y a que l'agrochimie pour faire fonctionner un système. Moi j'ai fait la démonstration inverse. Je suis aussi éleveur de bovins viande, avec un gros troupeau, et il n'y a aucune agrochimie, et je suis autonome. En énergie aussi? En énergie, j'achète du carburant, d'accord. Ah. Non, mais le carburant, je l'achète bien évidemment, et je ne suis pas autonome en paille non plus. Je produis 1/3 de ma paille. C'est vrai. Mais par rapport au fourrage, oui, je suis autonome. Et sans agrochimie. Mais je suis autonome en fourrage. Alors,
pas tout à fait en paille, mais je produis un peu de grain quand même. Non mais moi c'est surtout l'histoire de l'agrochimie qui m'interpelle. C'est la métallisation, la solution. Et enfin, l'agrochimie, la métallisation, je ne vois pas. Non, mais au départ, il a été dit que pour relancer le système, il ne fallait pas se mettre les barrières de l'agrochimie. C'est ce qui a été dit en introduction tout à l'heure. Et là, on fait repenser parce que là, on reparle de l'azote. Oui. L'azote, si on s'affranchit de cette barrière-là, l'azote, il n'y a plus besoin. C'est ça. Il n'y a pas que le cycle on parle plus de cycle que d'apport d'azote. Voilà. On placer ça dans un contexte, un exemple. Mais on peut parler de cycle de carbone, à mon avis, la nature. Alors, ce qui pose le problème, c'est qu'on veut faire de l'élevage, en faire toujours plus. On veut faire de la méthanisation, on veut faire toujours plus. Et il faut nourrir les sols toujours plus parce qu'on sait que c'est la clé du système. Donc c'est là qu'on a besoin d'agrochimie. Parce qu'on veut toujours en faire plus et on continue à vouloir en faire plus. Oui, mais pour faire quoi en faire plus? Et aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas forcément le plus qu'il faut. C'est que ça soit plus rémunérateur, mais que ça soit meilleur. Moi, dans l'assiette, je ne mange pas que de la viande, il y a du pain à côté, quoi. Donc, à un moment donné, il faut produire un peu de blé aussi sur toutes les exploitations. Et moi, je vais voir le retour de l'élevage un peu partout, mais je suis désolé, quand je vais dans le Cantal et que je vois que de l'herbe, eh bien, c'est de la monoculture d'herbe. Et s'il y avait un champ de seigle par-ci par-là, dans la diversité des paysages, ça serait pas déconnant. Ouais, mais enfin. Et donc, je veux dire, faire de l'agriculture sans agrochimie à 100% en élevage, facile. Mais pour moi, c'est pas cohérent et c'est pas l'objectif. Ouais, ça se fait aussi en agriculture. Ça, à ce jour, on ne peut plus affirmer que ça n'est pas possible en agriculture. Sans travail du sol? Comment? Sans travail du sol? Oui, enfin, le travail est différent. Voilà. Le travail est différent. Sans labour, oui, mais avec du travail. Ah oui, mais avec un peu de... Mais alors, que ça soit un labour ou un décompacteur, enfin... Non, ça pas des compacteurs. Les plantes à décompacter, c'est très bien mieux que le tracteur. Oui, oui. Mais gérer du salissement, il faut maîtriser énormément les couverts. En élevage, on a quand même du mal parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si on valorise le couvert à loge, il n'est plus un couvert paillage au champ. Et du coup, on se retrouve dans une configuration sol-nu. Et du coup, explosion de la levée de dormance et des adventices. Donc à un moment donné, oui. Mais faire des vaches 100% herbe, il faut de la surface pour faire des stocks fourragers. Et faire remplir une grange rien qu'avec du foin, en coup de mécan, c'est pas mettre le foin. Tes vaches restent, tes mères restent combien de temps en état de spéculation, je peux faire le terme? Elles restent d'octobre à mars. 6 mois. Non. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Fin octobre, je les rentre. Et début mars, c'est dehors. Et des fois, ça m'arrive pour certaines taries qu'elles passent toute l'année dehors. C'est pour moi, je suis loin là, des outils de métabolisation, mais c'est quoi l'énergie qu'on rentre dans ces usines? C'est le carbone. C'est du fumier. Fumier, Ou des couverts, des cultures intercalaires. C'est de la paille ou du maïs. La paille, c'est vachement énergivore pour le méthaniseur, la paille. C'est comme d'importer la part de la paille d'ailleurs, alors qu'il y a quand même sa matière qui est une énergie importante. C'est complexe. D'un côté, on a besoin de utiliser de l'énergie fossile. Donc en fait, là, on prend de l'énergie renouvelable. C'est du carbone. C'est plus complexe. D'un côté, le leveur a besoin de paille. Donc il n'y a pas de solution parfaite, idéale. Ça a été le mot-clé, c'est compromis. Ouais. Ça pour vous, mais si on en revient à l'échange qu'on a eu avec Michel tout à l'heure, quel est l'intérêt, puisqu'on parlait de qualité de produit, pour moi, qualité de produit, effectivement, c'est un produit final, donc toi c'est nouveau sous la mer, vraiment, donc qui respecte les sols, l'environnement, qui te permet de gagner ta vie normalement, mais peut-être l'améliorer, qui alimente et qui apporte une valeur nutritionnelle garantie et améliorée à nous tous. C'est pas à nos clients, c'est à nous tous. Et le travail qui a été fait aujourd'hui, quand on fait absorber du phosphate et du maïs à des bovins, je pense qu'on est en droit de se poser la question si à la sortie le produit, alors c'est peut-être couvert par le label rouge, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si on mesure réellement l'évolution
une comparaison de veaux sous la mer qui sont nourris exclusivement avec de l'herbe en fourrage ou en herbe en pâturage, je ne suis pas sûr du tout, Michel peut nous répondre, qu'on ait absolument le même résultat que sur des mers qui mangent dans des rations pas mal de maïs. La qualité et l'équilibre des gras, je pense qu'on ne va pas avoir du tout la même chose. Et il y a un autre élément qu'on peut mettre aussi en place, c'est la minéralisation des troupeaux. Parce qu'on s'aperçoit tout simplement avec les veaux sous la mer, c'est très facile à voir. Des veaux qui naissent de bêtes effectivement qui ont pâturé, mais avec des bonnes pâtures, attention, parce que j'ai vu des élevages qui étaient tout à l'herbe, les animaux étaient tout à l'herbe, c'est formidable, les animaux sont tout à l'herbe, oui, sauf que la viande qui en sort n'est pas forcément bonne derrière, parce qu'il y a une gestion aussi de l'herbe à faire qui est très importante. Donc attention quand on parle d'animaux tout à l'herbe. Diversité. Il faut de la diversité sur les parcelles et il ne faut pas laisser les animaux pendant une semaine, 15 jours sur les mêmes parcelles en disant tout va bien se passer. Je partage le truc. Voilà. Après, du coup. C'est parce que j'ai un jeune homme un petit peu plus jeune que toi qui nous fournit des veaux sous la mer et il est, à part la petite ration qu'il met, parce que à part 2 mois peut-être l'hiver, les mers sont toujours à l'extérieur, à part les 3 grains. Le bonbon que nous donnait quand on avait fait le soir, on les faire rentrer pour alimenter les veaux 2 fois par jour, je crois que c'est ça, 2 fois par jour. Sinon, donc on est à 99% à l'herbe. Et je peux vous garantir, pour la compagnie depuis quelque temps, on a des veaux avec une viande et une qualité. Voilà, alors ce que j'allais dire, du coup, vous n'avez pas une viande blanche. Vous avez une viande qui est légèrement... Ça n'a rien à voir, l'herbe. Pas totalement. Pas totalement. Non, mais même, on a une minéralisation, on a des démarrages de veaux. Qui est extraordinaire. Et ce garçon, ça m'amuse, mais c'est pas pour du tout, parce que je suis un peu éloigné de ça, je suis pas petit avec lui, mais quand il a eu son papa, il a eu un problème au cœur quand il s'est installé, donc il s'est retrouvé... tu l'as vu, Michel, ce petit Thomas, ce gars qui fait l'action, qui a fait les œufs aussi. Et ce jeune homme, il a dit, moi, je n'aime pas faire du tracteur, l'été, je préfère aller au Tour de France, ça me fait comme ça. Et en fait, ces vaches sautent à l'extérieur et ça mange de l'herbe, avec des pâturages très diversifiés, complémentaires certainement, et il arrive à avoir des résultats. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est la contrainte des labels ou pas, c'est la question que je vous pose. Mais je crois simplement que le maïs et le soja, l'alimentation bovine, elle vous est imposée par le système économique depuis quelque temps, et je le comprends. Mais sur un aspect, à la fin, de qualité nutritionnelle, sur le profil des gras, je suis à peu près convaincu qu'on n'a pas le même rendu. Alors, qui est un problème de santé publique. Rien ne m'impose de donner du maïs et du soja, d'ailleurs je ne donne pas de soja à mes bêtes, puisque l'objectif c'est de faire de la protéine avec les métaux et de mettre du maïs en complément. Alors après, il ne faut pas être binaire non plus et de dire le maïs c'est tout noir ou c'est tout blanc. Malgré tout, les métaux sont de très bons aliments qui sont faits en énergie. Comment on remonte la ration en termes énergétiques? Eh bien, un peu de maïs et d'amidon de maïs, je vous assure, elles vont pas trop mal non plus. Ne comparons pas du maïs grec et du lait pour rééquilibrer en énergie une ration de bétail avec du maïs ensilage plantatière et du courteau de soja comme le système dans lequel il parle. C'est pas du tout le même système. Et après, sur aujourd'hui la valorisation de la qualité alimentaire que l'on produit, eh bien, vous m'excuserez, à part mes quelques petites démarches comme vous, mais c'est vraiment marginal. Aujourd'hui, eh c'est le marché et de l'offre et la demande qui fait les prix agricoles. Et c'est le système. On y reste toujours dans ce système. On ne veut pas le quitter. On ne veut pas le changer. Quand on est dans ces démarches-là, il faut avoir assez de contrôle. On peut, mais ça va rester quand même. Tout est possible. Quand on est dans des démarches comme ça, quand on en dit, mais après... soit paysan, il faut s'affranchir Mais c'est tout ça, c'est toute la problématique auquel on est confronté par notre système, comment dirais-je, notre alimentation proposée, elle nous est imposée par le système. Aujourd'hui, ça va presque être le même système de distribution. Donc l'agroalimentaire, l'industrie agricole, c'est pas. Donc on se retrouve imposé collectivement par cette mécanique. Moi je me dis, par rapport à mon expérience personnelle,
et tout, je dis, est-ce qu'on ne devrait pas, mais évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, le problème c'est les instances politiques, c'est le problème de pédagogie, mais est-ce que l'agriculture ne devrait pas se réinventer, se repenser par rapport à ce qui est bon pour notre alimentation, pour les humains, et qu'on réorganise, ça s'inverse. Si, Le tout à fait. monde de l'agriculture, C'est parce que, et je comprends, je suis contre la même chose, l'économique. Si là, nous, on a la fièvre des gilets jaunes, on est tous en état de perfusion aussi, ça continue 3 mois de plus, on dépose tous des bilans, on est tous morts, on est tous rayés de la carte. Voilà. On a le même problème de survie collective, tous ensemble. Mais on s'inquiète de la planète, sur un aspect écologique, environnemental, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas se préoccuper réellement de ce qui est réellement bon pour nous? Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'avec les cultures, les divergences qu'il peut y avoir là-dedans, et réaccompagner un monde de la production que vous faites, et c'est un métier vraiment fabuleux, mais vous êtes tellement contraint par l'économie, que vous êtes obligé de vous débattre pour trouver des solutions pour survivre et vivre, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de forte de changement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est ensemble. Parce qu'on parle tous de qualité, mais ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est un produit de qualité réellement pour nous? Ah, mais ça, c'est justement la question. Vas-y. J'avais une question, je pense que vous allez pouvoir me répondre en tandem, donc c'est un peu plus sur l'exploitation. Au début, vous avez commencé à parler de vos prairies permanentes un peu. J'aimerais avoir plus d'informations en fait sur votre gestion de l'herbe, à quelle hauteur vous mettez à l'herbe, des trucs comme ça, quels couverts végétaux vous utilisez, parce que bon, c'est dans le thème là, quels couverts végétaux vous utilisez, qu'est-ce que vous avez observé derrière chez les animaux, est-ce qu'il y a eu du bien, du pas bien, j'ai eu du coup les lampes. Alors, sur les prairies naturelles, il y a du bien et du moins bien. On a de la diversité de flore. Clairement, ça m'est déjà eu arrivé par le passé d'avoir des vaches bloquées en cétose sur des prairies, par exemple dactyles, des prairies semées et mal semées finalement. Vous les lâchez sur des prairies naturelles, vous avez toutes les vaches en 2 jours qui sont débloquées, qui repartent en santé, et ça c'est indéniable. Donc, la diversité amène finalement des gains visuels sur la santé immédiate, et boiterie aussi. Une des fonctions de la vache qui est un peu de luxe, c'est quand même la reproduction. Donc quand vous avez aussi un troupeau fertile, c'est quand même un très bon indicateur de la santé de votre élevage. Et j'aime bien dire, j'arrive à avoir des villages groupés à maintenir le cyclage de la repro sans traitement hormonaux, naturellement, et même en hiver, quand il n'y a pas trop de lumière ou par là. Donc c'est que globalement, elle ne doit pas être trop mal alimentée non plus. Donc sur les prairies naturelles, après, je me suis installé hors cadre familial. Il faut quand même dire que ça coûte, en exploitation, ça coûte 0. Et c'est quand même les prairies naturelles qui ont permis de m'installer et de me lancer sur mon exploitation. Alors sur les couverts végétaux, je n'en pratique pas encore sur les prairies. Donc là, j'ai fait plutôt la stratégie d'évitement avec du saisonnement et pour ne pas avoir de veau en été. Et du coup pas avoir une nécessité de production d'UF et de MAT en été. Donc là, c'est pas une stratégie, alors c'est de l'adaptation, mais c'est plus du contournement que de l'adaptation que j'ai fait. Donc bon, c'est une option que j'ai prise. Donc après, je ne sais pas s'il y avait un autre aspect, couverts d'hiver. Donc les couverts d'hiver, c'est donc une quarantaine de kilos d'avoine, 30 à 50 kilos de pois fourragers, 10 kg de veste velue, 20 kg de veste commune et 60 kg de févrole. En gros. Combien de févrole, excusez-moi? 60 kg. Mais après, Carole, si tu veux compléter sur les couverts que tu mets sur les prairies. Oui, ou même les couverts d'hiver. Donc voilà, donc après sur les couverts d'hiver, on a plusieurs stratégies, ça va dépendre aussi la composition que vous a donnée Nicolas. C'est pour être, on va dire, avec une MAT importante sur le troupeau, parce qu'il est en vache, il a des vaches laitières à côté, comme il fait du coup sous la mer, donc il faut de la MAT pour pouvoir compléter ses vaches laitières. On serait en allaitant, on n'a pas besoin d'augmenter autant, on va dire, la févrole à côté, et on peut se permettre d'augmenter un peu plus l'avoine et d'avoir du coup un peu plus de rendement aussi sur
sur le couvert, et d'avoir un aliment que l'on puisse donner à volonté. C'est-à-dire que votre métail, là, le métail, comme Nicolas le fait aujourd'hui, ne peut pas se donner à volonté à l'animal, puisqu'on a quand même pas mal de matière azotée qui est à l'intérieur. Cette année, t'es qu'à 14, c'est ça, ouais, de matière azotée? Cette année, c'est non, pas beaucoup. parce que c'est la météo. Moi, je m'attendais à plus de 20. Non. Non, on monte. Alors franchement, sur les métails, quand on est à 18, voilà. À 18, on est bon. Et, comment? Date et stade de récolte. Stade de récolte. Gonflement de l'avoine. Ouais. Et rendement, on dit. 6-7 tonnes. 6-7 tonnes. Voilà. On va partir du soufre un peu pour ajuster un peu pour la protéine. Il y en a d'apporter, mais bon, c'est pas non plus. Même sur les luzernes, hein, on a mis des métails sur luzerne. Alors déjà, il y a un souci, ce qu'il faut mettre aussi en évidence, c'est quand on est à plus de 20 de MAT. Déjà, quand on monte au-dessus de 18 de MAT, on se retrouve avec de l'azote soluble aussi parce qu'on n'a pas l'énergie en face. Donc c'est pas non plus un avantage pour moi, en tout cas, en qualité d'un fourrage. Pour moi, la qualité d'un fourrage n'est pas sur sa MAT super élevée. Elle est justement sur son équilibre qu'on a avec l'énergie derrière. Et c'est pour ça que là, tu es dans un système où c'est vrai que tu recherches beaucoup d'azote. Mais moi, j'aime bien quand le métail arrive à 0,8 du F. Je trouve que déjà, on est sur un beau métail. Comment? Alors, le stade, il n'est jamais sur la légumineuse. Il est tout le temps basé sur la graminée. Parce que sur les légumineuses, il y a des stades trop différents en fonction des années. Il y a 2 ans, le pois, il était en fleur au mois de janvier. Donc c'est problématique. Et on ne va pas récolter au mois de janvier, bien évidemment. Et ensuite, l'autre problématique, c'est les baisses. Si on récolte trop tôt par rapport justement au pois qui est en fleur, la baisse n'est pas assez développée dans le fourrage. Et la baisse, elle nous apporte la MAT. Et elle nous en apporte beaucoup à chaque fois. Donc c'est très intéressant d'augmenter aussi les quantités de baisse dans nos fourrages. Et après, il faut voir aussi le parcellaire sur lequel on est, puisque poids et baisse en fonction de ce qui peut... Il y en a, la baisse supporte mieux quand même l'humidité, mais sur des périodes de janvier, l'hiver, elle va supporter l'humidité. Par contre, si on a de l'humidité qui arrive sur mars, avril, au moment où elle va commencer à se développer, là, on n'aura pas de baisse à la sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir sur nos parcelles, agir sur nos parcelles en fonction du... Alors comment je vais vous dire? En fonction du parcellaire, on ne va pas forcément mettre le même mélange de partout. Sur les métails, il ne faut pas récolter pour se faire plaisir à l'analyse. Hein. Il faut avoir des fourrages où la vache vous traduit ce qu'il y a dans la botte. Hein. Je veux dire, bien souvent on peut avoir des MAT à plus de 20, mais quand vous voyez ce que ça traduit sur les animaux, ils ne le valorisent pas. Quoi, hein. Donc je veux dire, c'est pas... Des diarrhées, et puis même, ils ne valorisent pas les MAT, ils sont obligés de recharger la soja derrière parce qu'il manque de la protéine dans l'analyse. Quand dans le logiciel on rentre tout ce qu'on a trouvé sur l'analyse du métail, le gros problème de l'analyse de ces métails, c'est qu'on ne sait pas les analyser. Il y a des analyses chimiques, ça nous donne des trucs, mais il faudrait repartir avec des vaches fistulées pour modéliser ce que c'est un métail. Et quand dans toutes les inrations, il y a que du riz et du maïs et le pois, on ne sait même pas ce que c'est, la baisse, on ne sait pas ce que c'est, l'avoine, on ne sait pas ce que c'est, bon, mais il faut revenir aux bases aussi. Et à un moment donné, c'est là où on avance à doigt mouillé et par pragmatisme, j'ai envie de dire. Après, pour rebondir un peu aussi sur le maïs, j'ai quand même des collègues qui sont en élevage laitier, type hors-sol. Et bien, quand ils réintègrent des maïs en semi-direct et avec des métails, et où on a finalement des métails mycorhizés et des maïs mycorhizés qui sont conduits en agriculture de conservation, et bien même là, on a quand même des effets santé sur le troupeau et bien-être. Donc, c'est compliqué de transposer les choses et de tirer à boulet rouge sur le soja ou le maïs. Mais non, oui, c'est du maïs, mais c'est fait en agriculture de conservation via des mycorhizes, via une meilleure alimentation minérale, une meilleure immunité de la plante. Et voilà, parce qu'à un moment donné, on a sélectionné du maïs apte à produire dans des conditions stressées. Mais si on le remet dans des conditions favorables, eh bien, on va produire autre chose et une autre qualité alimentaire, même avec du maïs. Voilà, parce que le maïs, ça reste un végétal. Le maïs, quand même, à l'origine, les toilettes, les Mayas l'ont fait, c'était pas pour l'alimentation animale, c'était fait pour l'alimentation humaine. À la base, c'est pas un fourrage, le maïs. Donc, il n'y a pas tout à jeter non plus dans le maïs. Non, mais c'est ce que je veux dire.
Et moi, je donne tout sauf du blé à mes vaches. Et nous, on mange le pain qu'on mange, c'est du blé. Bon, c'est autre chose, c'est pas du tout le même type de digestion et autres. Mais enfin, pour dire que le maïs dans un rumen de vache, c'est super progressif, ça la bouleverse pas trop. Le système MAT, c'est que le chiffre. Hein. Faut faire attention à ça. Si tu vas plus loin, si tu parles les études INRA, c'est le système PDI qu'il faut prendre. Il est beaucoup plus judicieux que le système MAT qui a un chiffre global qui donne une idée rapide. Qui va venir. Mais le PDI, il est calculé oui, en fonction de la MAT, donc c'est foireux. Ils sont pas en train de réformer le système PDI. Si, ils sont en train de le réformer, le système PDI. Oui, ils sont en train de le réformer. Moi, j'ai envie de dire que la meilleure analyse chimique de votre fourrage, c'est votre animal aussi. Voilà. Hein? Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on fait de l'agriculture de conservation, il faut s'affranchir de tout ce qui est connu aujourd'hui. Voilà. Ça peut vous rassurer. Tu oublies tout ce que tu sais et tu recommences. En fait, ça peut vous rassurer. Pas tout oublier, mais ça peut vous rassurer de les faire, de voir à peu près où vous en êtes. Mais la lecture de votre animal, vous donnez des couverts comme ça à votre animal, même si votre analyse, elle vous montre qu'il n'y a pas forcément beaucoup de valeurs MAT sur votre fourrage, mais que votre animal, il est revenu correctement, vous avez pu réinséminer, votre bête est pleine, il y a du lait, les veaux sont en pleine santé, vous avez fait du GMQ sur vos animaux, ou du lait, des litrages, je veux dire, à ce moment-là, votre fourrage est de qualité, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, quant aux acides gras, plus vous allez mettre de légumineuses dans vos fourrages, plus vous aurez des acides gras aussi au niveau de vos animaux. Et plus les quantités d'acides gras sont importantes, les bons acides gras, donc les oméga 3, reviennent dans l'alimentation de vos animaux, plus vous aurez une très bonne minéralisation de vos animaux. Ça, il faut en avoir conscience. L'assimilation des eaux... Comment? Oui. Naturel. Mais en plus, il permet l'assimilation au niveau des intestins et tout. Il permet une meilleure assimilation des aliments. Et autre avantage, quand vous faites vos couverts végétaux, mais ça, on oublie souvent, c'est quand on regarde le sol, on fait ces couverts végétaux, on oublie de voir les plantes qui sont autour et qui vont pousser aussi en même temps au milieu de votre couvert végétal, qui va vous indiquer à quel stade en est votre sol, à quel stade de développement il en est. Si on est plutôt sur un sol qui est plutôt réduit, qui est plutôt oxydé. Et ça, il faut énormément aussi le regarder, parce que du coup, la sortie, votre couvert qui en sort derrière, et le résultat, en tout cas de ce couvert, ne sera pas le même non plus chez le voisin et chez vous. Même si vous avez les mêmes manières, ça va dépendre d'où revient votre sol à la base. Et vos plantes que vous n'aimez pas, celles sur, moi j'appelle ça les plantes indicatrices, qui vont vous aider un peu de savoir où vous en êtes, souvent elles vont vous dire aussi si votre sol a besoin ou pas de ramener un élément à l'intérieur. Et surtout ces plantes indicatrices, quand vous les avez sur vos prairies, alors là je tiens vraiment à le dire, plutôt que d'essayer de les éradiquer ou d'essayer de les arracher par des systèmes, fauchez-les, broyez-les et laissez-les au sol, parce que souvent, bien souvent, ce sont des plantes qui, sur des sols qui sont carencés en phosphore, qui vont vous ramener du phosphore sur vos sols, par exemple. C'est un exemple simple. Donc plutôt que d'essayer de s'en débarrasser par de l'arrachage de prairies ou par du désherbant, il vaut mieux essayer de les utiliser et être opportuniste. Une réserve, c'est bonne du bon Dieu. Aussi. Et analyser ce qu'elles nous disent et pour agir en conséquence et un peu plus vite qu'elles le font, parce que les processus naturels sont souvent plus longs que celui que peut mettre en œuvre ceux que peuvent mettre en œuvre les agriculteurs. On arrive je fais juste sur les couverts végétaux d'été, il y en a qui m'ont demandé tout à l'heure par rapport aux couverts végétaux d'été. Aujourd'hui, un couvert végétal d'été qu'on peut mettre en place, pas derrière céréales, qu'on peut mettre en place derrière une culture de métailles d'hiver ou sur prairie. Il y a toutes les baisses que vous pouvez réemployer en été, baisse avoine. Alors attention sur le système baisse avoine simple, vous pouvez le faucher, l'amener à l'auge, pas de souci. Par contre, si vous mettez des animaux dessus, vous risquez d'avoir des problèmes, effectivement, de phénomène d'azote soluble. Sur l'été, on a ces problèmes-là sur les baisses avoine. Donc, il faut faire attention quand on les met au pâturage. Il vaut mieux ramener une troisième plante à l'intérieur pour un peu diminuer cet effet azote soluble. Et quoi comme troisième plante, crucifère? On peut ramener une crucifère, on peut ramener une autre légumineuse, hein, et dessus aussi des trèfles d'Alexandrie qui peuvent très bien s'associer avec. Après, vous pouvez ramener des crucifères. Les crucifères, le seul souci, c'est pour les laitiers. On a les temps, il n'y a pas de problème.
Le seul souci, c'est pour les laitiers au niveau du lait, le goût sur le lait. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Donc tous ces couverts d'été, en fait, ils peuvent être faits. Et après, vous avez des couverts très simples, mais qu'on a souvent oublié, c'est le sorgho aussi, qu'on peut utiliser en couvert d'été et qui vont pouvoir être mis sur les prairies et être utilisés. Après, c'est sûr que pour mettre un sorgho, par exemple, une baisse avoine, colza, enfin, tout ce que vous voulez, ça va pousser tout seul. Par contre, un sorgho, il faudra faire nettoyer la parcelle correctement par les bêtes ou la faucher au préalable avant de pouvoir réimplanter son sorgho. Et il faudra mettre aussi il faudra l'aider aussi à pousser, donc il faudra mettre un fumier ou quelque chose comme ça en plus, parce que sinon il va être vite en carence. Tout à l'heure, tu signalais le problème de l'eau chez toi pour les couverts d'été. C'est l'eau pour faire germer, parce qu'on a de l'eau en profondeur, mais on n'a pas forcément de l'eau en surface pour faire germer les semis. Et c'est là que, alors on est trop tard pour semer on a asséché l'horizon de surface après la moisson d'une serre à la paille. Et du coup, alors que les cultures implantées qui sont en sec type maïs, qui elles sont déjà allées puiser en profondeur et sont dans le frais, ça tient. Mais c'est cette frustration. Alors peut-être qu'il me manquerait 20 mm dans le cycle de dire on moissonne, on sème, on met 20 mm dessus, on fait germer, on attend que ça s'enracine un peu en profondeur, que ça arrive à 20 cm de profondeur, et après c'est gagné, ça pousse. C'est ça qui est frustrant. Mais comment on arrive à mettre en place un peuplement végétal qui va faire de la photosynthèse et de la biomasse au même titre que le maïs qui est à côté en dérobé d'un métail. Mais voilà, eh bien, on est 1 mois et demi trop tard, ou plus tard, et c'est déjà trop tard. Et c'est frustrant parce que pour le sol, on aurait besoin de mettre ce couvert-là. Et aussi pour assécher les horizons et faire du retrait sur les argiles, faire de la fissuration en profondeur et faire un pseudo-travail du sol via la biologie de la plante. Alors que quand on a un sol nu, on a une croûte sèche qui se cuit au soleil et de l'humidité en profondeur. Du coup, on n'a pas de retrait, on n'a pas le sol qui se fissure et c'est pas bon du tout d'un point de vue agronomique. Dans les bétails, c'est semé avant la récolte. Ça marche. Semer le bétail avant la récolte. Ça marche. Oui. Voilà. C'est tout. Bah, ça marche pas partout. Alors, on l'a essayé. Ouais, ça on l'a essayé Et sur plusieurs exploitations. On est en train d'y réfléchir aussi. Ouais, Le chef des petits travailleurs, on va arriver de façon, mais c'est une solution. Il faut contrôler. Il n'y a pas d'eau, on n'a pas de lit, il ne faut pas irriguer. Donc il faut voir. Passer sur les passages, oui, non, mais c'est sûr. Mais on l'a essayé sur plusieurs exploitations aussi cette année. Tout n'a même fait pareil. Il y a eu de changement et ça n'a pas réussi forcément partout. Le problème, c'est qu'il faut un sol qui fonctionne déjà très bien. Voilà, c'est ça. Alors, une année atypique comme cette année, comme 2018, où il a plu, mais on avait un sandwich de l'eau. On le dit aussi, j'ai vu ça. Voilà. Auquel j'ai. Non, que nous, non. Du coup, on a eu de l'hydromorphie, on a eu des céréales qui étaient piètres. Du coup, on a eu des cétères qui ont levé aussi dans la céréale. Donc ça provoque à ce châtaignement-là, ça peut lever. Oui, non, mais c'est sûr. Mais plutôt. Mais le truc, c'est que quand on a mis aussi la semence, même à la volée ou même en semis, eh bien, on avait déjà l'allélopathie certainement de toutes ces cétères-là. Et on a, alors, là où il y avait du joli blé, que c'était resté propre, ça a levé. Et là où c'était sale, parce qu'il y avait de l'hydromorphie, et bien finalement, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une pauvre petite cétère de rien du tout. On n'a pas la recette, mais la piste est bonne. Oui, mais voilà, mais on cherche. Voilà. Mais on n'aura jamais la recette. C'est toujours ambitieux de dire on sait faire. Oui, mais c'est trop ambitieux. Tu n'auras pas une recette globale, mais chacun aura la sienne. Et puis il faut des solutions adaptées à sa ferme. On ne peut pas avoir une recette globale. Il n'y a pas de recette globale, ni dans le temps, ni dans le livre. Chacun aura la sienne. Chacun va savoir ce qu'il a à faire. On le sait. On nous demande de trouver des choses parce que certains nous demandent de trouver. Moi, j'ai envie de dire, on en a rien à foutre. Moi, on sait que ça marche. Moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue agricole, je sais bien souvent ce qu'il fallait faire il y a un mois. C'est ça. Oui, non, mais tu sais, le jour où tu es devant le champ et le semoir, tu ne sais pas si tu y vas, s'il va pleuvoir, s'il ne va pas pleuvoir, s'il va attendre un peu. Voilà, cette année, j'ai semé les soja tard, je les ai semés au 10 juin, et bien j'ai envie de dire que je les ai semés 10 jours trop tôt. Parce qu'il y a eu un orage conséquent
un peu tard, et bien si j'avais semé juste la veille, et bien j'aurais eu des sojas beaucoup mieux que si je les avais fait, enfin, que ce que j'ai fait. Fallait-il le savoir. À l'Aveyron, il y a un agriculteur qui pratique cette technique et qui te dit qu'une adroite est à peu près 40 PC. Finalement, c'est pas beaucoup. Ça fait partie de la philosophie de l'AC, d'essayer, sinon on ne jamais. Donc il a déjà commencé à dire qu'il s'était planté parce qu'il labourait, il faisait différemment les 10 ou 15 premières années. Donc faites le calcul, il en reste tout. Et du coup, la force du groupe. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à me tromper très tôt. C'est une chance. On n'a plus beaucoup. Alors, c'était pas une chance au départ parce que finalement, je me suis retrouvé un peu agriculteur à la suite au décès de mon père. Donc, finalement, j'étais à 11 ans et demi, j'étais sur les champs. Mais quelque part, aujourd'hui, il faut en faire une force de ça. Voilà, d'une faiblesse, il faut en faire une force.